L'Olympique Lyonnais a enfin gagné un match de football. Ça faisait quasiment 2 mois qu'on n'avait pas vu la couleur d'une victoire du côté de l'OL. Et Dieu sait que ça a été laborieux. Dieu sait qu'on a vu le scénario des enfers se dessiner avec cette égalisation Montpellier-Rennes. Mais l'Olympique Lyonnais a un grand joueur dans cette équipe. Un grand joueur. Ça en la personne d'Alexandre Lacazette. On va avoir le temps de débriefer tout ça. Ça fait plaisir. Enfin un débrief. Qui n'est pas placé sous le signe de la dépression. Je suis très content de faire enfin ce débrief de victoire. Des mecs sur Twitter qui m'accusaient de faire que des débriefs de défaite. Je leur dis, mais trouvez-moi une solution. Voilà, on a la solution. On a gagné le foot. Merci aux abonnements. Merci Giant Matt. Merci à Monito. Merci Bat pour l'abonnement offert également. Il y aura quand même pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Il ne suffit pas juste de dire qu'on a gagné le foot et que c'était bien. On va en discuter pendant une petite heure, comme d'habitude. Voilà, beaucoup de sujets à aborder. Il s'est passé pas mal de choses dans l'écosystème olympique lyonnais ces derniers jours, avec la vente du club, avec les histoires extrasportives de Jérôme Boateng. On va avoir le temps de débriefer tout ça. Une statue pour les... Où est le bob? C'est vrai que j'ai pas pris le bob. Mais si vous voulez, je mets le bob. Mais je me suis dit, j'ai des beaux cheveux aujourd'hui, donc je vais garder le bob. Si vous êtes sur YouTube, si vous regardez ce débrief sur YouTube, pensez à mettre un petit pouce bleu, à mettre les petits commentaires. Je vous le répète à chaque fois, ça marche de mieux en mieux. Les chiffres sont bons. J'ai même pu activer la monétisation sur YouTube. Donc merci à vous, merci pour la force. Et on va continuer les débriefs l'an prochain parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est en route. Voilà, on aura le temps d'en reparler incessamment sous peu. Coucou YouTube, j'aime ma maman. Oui, moi aussi, j'adore ma maman que je salue. Elle est au Brésil actuellement. Voilà, donc bonjour maman. Non, une victoire. Enfin, une victoire arrachée mais méritée. Arrachée en fin de rencontre par le dénommé Alexandre Lacazette. Merci beaucoup Guild et merci Flo pour l'abonnement. Merci Bredouze aussi pour l'abonnement. Elle fait du repérage pour l'OL. Ouais, si seulement elle pourrait nous trouver un défenseur central parce que ça devient urgent. Non, victoire méritée cette victoire. Il y a quand même un constat global de satisfaction dans cette rencontre. Il y a le dépressif lyonnais qui nous a hanté pendant toute la fin de match. On savait que cette égalisation Montpellier-Rennes allait nous tomber sur les couilles à partir du moment où on a vu ceci. Quand on a vu, plutôt dans l'autre sens c'est mieux, quand on a vu cette action-là, on s'est tous dit, c'est fini, il va y avoir un match nul ou on va perdre. Parce qu'on connaît le bordélique lyonnais, on sait ça là. Ça, on sait ce que ça veut dire quand il se passe un truc comme ça. Donc on le savait, je pense qu'à partir du moment où on a vu cette action, tous les gens qui regardaient le match se disaient, bon, c'est qu'une question de temps, ça va égaliser. En plus, on prend un golasso, retourné acrobatique et compagnie. À ce moment-là, plus personne n'y croit. Mais voilà, la différence avec l'an dernier, c'est qu'on a Alexandre Lacazette. Et Alexandre Lacazette, ça fait toute la différence. Toute la différence. Voilà, c'est un minimum quand même, enchaîner 7 matchs sans victoire, ça aurait été assez laborieux, mais quand même, ce qui est important dans cette victoire, c'est que la manière est quand même là. Attendez 2 secondes, je vais juste ouvrir chez moi, je reviens dans 2 minutes, j'arrive. Hop, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Oui, quand même, la manière est là. Non, c'est pas le Deliveroo, c'est Florent Tonuti qui est parti chercher des sushis. Voilà, donc c'est quoi ce maillot? C'est le maillot il y a 2 ans? L'an dernier? Je crois que c'est l'an dernier. Voilà, non, il y a la manière quand même dans ce match. On va regarder les stats. Normalement, je vous les ai préparées. Elles sont ici, les petites stats. Voilà, elles sont là. Possession, tir, tout est bon. On aura le temps de reparler des cartons et des fautes, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes côté lyonnais. 62% de possession, 21 tirs. À quand est-ce que ça remonte? Le dernier match de l'Olympique Lyonnais avec 21 tirs côté lyonnais. Alors il y a eu un gros problème de finition, on va pas se mentir. Mais quand même, il y a la manière dans cette rencontre, il y a la manière, la victoire est méritée. C'est déjà pas mal d'avoir des points, et c'est quand même pas mal d'avoir une victoire méritée sur le papier. Il y a de quoi construire là-dessus. Tout n'a pas été parfait dans cette rencontre, tout n'a pas été parfait, pour la simple et bonne raison que le match a quand même été gagné à l'arraché. Et il y a des choix de coaching, et on va en parler après, qui ont quand même été assez douteux. Et des tirs dangereux, pas des frappes en tribune. Ouais, carrément. Non, voilà, il y a quelque chose. On avait identifié contre Rennes certains éléments positifs, notamment au niveau de l'animation tactique. Il y a quand même un petit quelque chose dans cette défense à 3 et cette animation avec la doublette Dembélé et Lacazette. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Surtout que ce Lacazette-là, le Lacazette en 9,5, celui qu'on avait déjà vu à l'époque de la campagne en Europa League, ce Lacazette-là est quand même un fluidifieur de jeu. Il y a des joueurs qui ont été ressuscités. Moi, c'est ça surtout qui m'interpelle. Moi, je pensais pas qu'il était possible de ressusciter Aouar. Je pensais qu'Aouar c'était terminé, qu'il allait partir par la petite porte. Et il se trouve que Aouar a été quand même ressuscité sur ce match-là. Il y a eu la connexion Aouar-Lacazette
que tout Lyonnais a rêvé de voir renaître au retour de Lacazette. Elle était là, cette connexion-là. Maxence Cacré a fait un immense match, immense match. Lui qui était vraiment au fond du trou ces derniers mois, et ça allait pas du tout. Et on l'avait dit la dernière fois que c'était, il avait la tête dans le guidon. Maxence Cacré, voilà, il y a eu du ballon, il y a eu de l'activité. Il y a quand même quelque chose d'assez rassurant de ce côté-là. On aura le temps de parler des aspects négatifs après, parce qu'il y en a, et il va y en avoir malheureusement avec la suspension à venir de Sinali Diomandé. Quoique c'est pas dit qu'il réussisse pas à faire annuler son carton rouge. Mais voilà, il y a ce trio, le trio Lacazette, Aouar, Dembélé, comme tu nous dis, Max, un trio où ça joue quand même bien au ballon foot. Hein. Ça joue quand même bien au ballon pied. Montpellier est une équipe qui joue au minimum au foot. Oui, alors ça, on va en parler aussi, parce qu'on fait toujours un petit point sur l'adversaire. Montpellier, c'est quand même d'une grande faiblesse. Hein. C'est quand même d'une grande faiblesse. J'ai trouvé... après, ils ont eu cette période où ils ont mis le pied sur l'accélérateur et ça s'est mieux passé en fin de première période. C'est quand même très faible, Montpellier. C'est très très faible. On savait que c'était une équipe en difficulté. Mais bon, on verra face à une équipe un peu plus relevée. De toute façon, ça va vite arriver puisque les échéances vont se corser côté lyonnais, puisque le prochain match de Lyon, ce sera contre Lille, et ensuite il y aura Marseille. Donc autant vous dire qu'on a des gros morceaux qui arrivent. J'imagine pas les instances déjuger l'arbitre, même si les rouges sont une vaste blague. Franchement, il y a tellement rien, mais on va en parler après de cet aspect-là, de l'aspect arbitrage, parce que je pense qu'il faut quand même en parler. On avait eu Stéphanie Frappard. Il y a un problème global, on le sait. Moi, je vous l'ai dit, hein, Stéphanie Frappard, c'est pas une exception. Il y a une nullité globale dans cet arbitrage. C'est une catastrophe. On va en parler après. D'abord, le constat global. Voilà, il y a ce côté soulagement, mais pas que. Soulagement et satisfaction de se dire ça y est, on a regagné un match de foot et surtout l'Olympique Lyonnais a joué au football et ça c'est quand même, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc Lyon se retrouve avec 17 points, on est 8e là du classement. Il en faudra plus des victoires pour essayer de se rapprocher des places européennes, mais c'est déjà un bon point et il y a des bonnes bases sur lesquelles construire. Il y a des frémissements, ouais, il y a des choses sympas. Voilà, quand on voit le but de Lacazette, ça vibre. Quand on voit le premier but aussi, ça vibre. Voilà, c'est un enchaînement magnifique avec Cacré qui prend appui et cette passe de Lacazette, il y a quelque chose quand même, vous voyez, il y a quand même quelque chose. L'objectif c'est le top 5. Je sais pas, on en parlera après. Je pense que pour moi l'objectif ça doit être apporter du top 5 à la trêve pour ensuite faire une fin de saison canon qui peut éventuellement amener une 4e voire peut-être une 3e place, qui sait. Mais voilà, quel plaisir effectivement, quel plaisir Tolol comme tu nous le dis, de vibrer devant un match de foot. Moi je vais pas vous raconter ma vie, je suis en gigantesque gueule de bois parce que j'ai fêté mon anniversaire hier, j'ai passé une excellente soirée et hier soir à 3h du matin à 2 grammes j'ai dit putain je passe une super soirée avec tous mes copains et demain l'Olympique Lyonnais va venir ruiner mon week-end. Et ben non, voilà, et ben non, je passe un super week-end, je suis refait, ravi. C'est demain mon anniversaire du coup, hein, mais c'est pas grave. L'objectif c'est de plus faire chier le jeudi soir saison pro. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été dit, il y a un problème de rythme dans cette équipe parce que cette équipe ne joue qu'une fois par semaine et qu'en fait elle n'est pas habituée à jouer une fois par semaine. Donc voilà, pour moi il y a 2 constats dans la globalité, ensuite on parlera des sujets individuels. Il y a 2 constats sur cette équipe. La première, c'est qu'on a moins l'impression de voir jouer des joueurs en dépression. En tout cas sur ce match-là et même sur celui de Rennes, on a l'impression que ils ont envie d'être là, ils ont envie de jouer au football. Donc il y avait quand même un problème de comment dire, je pense qu'ils croyaient plus du tout en Peter Bosz et il y avait un problème d'ambiance globale. On va voir si ça dure, mais il y a quand même ce sentiment que les mecs sont contents d'être là et c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas vu depuis un an. On a l'impression d'avoir des zombies sur le terrain. Ça veut pas dire qu'ils sont tous bons et qu'ils font tous les choses comme il faut, mais il y a quand même un sentiment d'allant dans cette équipe qui est déjà un peu plus intéressant. Le deuxième constat, c'est que cette équipe n'est pas capable de tenir plus de 60 minutes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont laborieux physiquement, à commencer par notre ami Jérôme Boateng. Et il va falloir travailler tout ça probablement pendant la trêve de la Coupe du Monde, mais on voit que cette équipe, elle n'a pas encore de capacité à trouver un second souffle et que le coaching n'aide pas non plus. Accessoirement, la qualité du banc non plus n'aide pas. Mais voilà, c'est la théorie du boycott Peter Bosz semblait. Moi, je pense vraiment que Peter Bosz, il a fait exprès de faire n'importe quoi pour se faire virer parce que sinon, c'est pas logique. Voilà, donc. Gira, il a inventé le ralenti en direct live. On va en parler de Jeffrey Nalid parce que je vous ai trouvé globalement, quand je dis vous, c'est Twitter, un peu dur sur la rentrée de Jeffrey Nalid, que j'ai pas trouvé si calamiteux que ça. Effectivement, il y a encore un petit peu de ping, hein, c'est-à-dire que Jeffrey Nalid, il fait pas n'importe quoi ce soir, mais il y a toujours l'impression qu'il joue avec la connexion d'un joueur russe de Counter-Strike, donc c'est un peu chiant là-dessus. Est-ce qu'il retrouvera sa vivacité et sa qualité d'explosivité? Je pense pas. Maintenant, il faut qu'il se transforme, un peu comme s'était transformé Henri Saivet après sa grave blessure, où il avait reculé sur le terrain pour devenir un joueur plus meneur de genre retrait. Jeffrey Nalid doit réapprendre un football qui n'était pas le sien à la base.
Voilà, la code Waxit dit le. C'est ça. Non, je trouve que la rentrée de Jeffrey Nadelid, elle est laborieuse sur les premières minutes et après ça va un peu mieux. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore et il va falloir plus de travail de ce côté-là. Mais c'est plus encourageant quand même. C'est plus encourageant. Karl Toko Ekambi, on va en parler après quand on fera les notes individuelles. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même attaquer les bonnes personnes. Et personne ne force Laurent Blanc à faire rentrer Karl Toko Ekambi et Damien Da Silva. Et ce sera le sujet qu'on abordera assez rapidement. Je les ai tous notés sur mon petit carnet là. Voilà, j'ai monté coaching blanc, je l'ai mis juste en dessous là. D'abord, il y a quand même ce problème de faiblesse mentale qui est un petit peu gommé, mais il y a ces paniques générales quoi. La panique d'avant mi-temps, c'était le bouillon complet, alors que le mec mène 1-0, on maîtrise le match et compagnie. Puis alors là, je sais pas, diarrhée fulgurante quoi. C'était un grec pas frais cette équipe. On comprend pas pourquoi. C'était bon, on a bien mangé pendant 42 minutes et pouf, un gros caca, ça s'est explosé. Voilà. Donc il y a quand même ça à gommer. Cette équipe, elle a quand même un symptôme de manque de confiance qui fait que quand les choses ne tournent plus vraiment dans son avantage, a tendance à s'écrouler. Heureusement, ce soir, c'est sauvé par Lacazette, mais imaginez si ce soir, après cette première mi-temps de très très grande qualité, ceci, là, et l'égalisation, je pense qu'on rentre à Lyon en dépression. Donc je pense qu'il faut mesurer à quel point ce but de Lacazette en fin de match est important, parce qu'il peut créer une bonne dynamique, là où un match nul immérité aurait foutu la tête de tout le monde dans les toilettes, quoi. Merci Velvet. Merci Velvet pour ton abonnement. Cacré fait un gros boulot sur le but d'Alex. Ouais, Cacré, on en a beaucoup parlé. Ça fait partie des trucs que j'ai listés. Et je pense qu'il faut en parler parce qu'on a critiqué Cacré, a raison, et je pense qu'il avait besoin aussi d'être critiqué, besoin de digérer son statut d'indiscutable, de mec trop fort, alors qu'il est encore très jeune, Cacré. Je suis content parce que moi j'adore Maxence Cacré, je suis fan de Maxence Cacré. Je suis content de le voir s'épanouir dans une zone qui n'est pas forcément la sienne absolument. On l'avait vu dans cette zone-là, notamment sous Peter Bosz dans les 30 derniers mètres, avec cette incapacité qu'il avait à éliminer, à se retourner. Sur le but de Lacazette, il a quand même un vrai sens du but et sens de l'attaque qu'on lui connaissait pas forcément. Donc voilà, montée en puissance de Maxence Cacré, j'espère qu'il continuera sur cette dynamique-là parce qu'on a besoin de ce Maxence Cacré-là pour fluidifier tout ce jeu-là. Donc voilà, très bon Cacré, très chouette, très cool de l'avoir à ce niveau-là. Et il y a quand même quelque chose qui marche, et ça, on le répète depuis pas mal de temps, et même l'an dernier, cette équipe, il y a un effectif qui n'est pas un effectif de pitre. Alors, il y a des problèmes en défense, ça on en parlera juste après, mais il y a quand même des joueurs de football. Enfin, Lacazette, Dembélé, Aouar, Cacré, normalement on doit être capable de jouer au football. Peter Bosz, on a trouvé les circonstances atteignantes qu'on voulait, on disait oh les mecs sont en dépression, c'est quand même des bons joueurs de football. Donc voilà, ils sont pas parfaits, mais quand même. Donc voilà, bon Gusto malgré aussi sa relance. Ouais, j'ai pas trouvé Gusto très bon. La diarrhée fulgurante comme celle que tu chopais sur les camions kebab à Gerland avant les matchs, exactement. Ouais, aussi surprenant, bonne remarque Créolo, les coups francs et les coups de pied arrêtés de Cacré. C'est vrai que c'était assez surprenant de voir que c'est Cacré aujourd'hui qui est le tireur attitré de coups francs indirects tout du moins, et de corner, et il les tire très bien. Donc je sais pas ce qu'on foutait à les donner à Thiago Mendes, voire à Maxwell Cornet, alors que Cacré visiblement est très bon dans les coups de pied arrêtés indirects tout du moins. Voilà, non c'est bien. Il est trop sous-coté, très prometteur ce joueur, très physique mais peu technique. Je pense que vous attendez beaucoup de choses d'un mec qui est encore très jeune. Donc voilà. Non, Tété, on va en parler après de Tété parce qu'effectivement, bon, c'est pas comme ça qu'on va le garder. Mais finalement, on va en parler après. Est-ce que la sortie de Tété du 11 est pas un moindre mal? Parce que Tété, ça scorait, ça faisait des stats, mais dans le jeu, ça n'a jamais été extraordinaire absolument. C'est un mec qui a beaucoup de vivacité, beaucoup de capacité à créer l'exploit individuel, mais cette OL-là est en tout cas l'OL de Laurent Blanc ne me semble plus être une équipe d'exploit individuel. Donc Tété et Toko logiquement sont sortis du 11 parce que ce sont pas vraiment des joueurs de football collectif. Il en faut des mecs comme ça, mais je suis pas sûr que dans cette équipe là Tété soit adapté. Alors peut-être qu'il sera adapté je sais pas en 10 ou en deuxième 9, mais moi je suis pas certain que ce soit si triste que ça que Tété alors je sais pas si Tété s'est joué dans l'axe, ça c'est une bonne question. Tété en pointe, non pas en pointe mais en 9,5, pourquoi pas, on va voir. Peut-être, on verra. De toute façon, ce système à 3, il va déjà être mis en question assez rapidement et ça me servira parfaitement de transition pour la suite, car il y a quand même un problème
mais on va radoter. Il y a quand même un problème dans cet effectif de défense centrale. Je suis désolé les gars, Boateng, il est carbonisé comme la pizza que j'ai oublié dans le four hier soir à 2h du matin parce que j'étais bourré. Damien Da Silva, c'est plus le ping d'un joueur de Counter-Strike, c'est un ping de mec qui habite dans la Creuse et qui s'est fait couper sa fibre optique, c'est une catastrophe. Et là en plus Diomandé a pris carton rouge, donc comment on va jouer le match contre Lille? Qui va être derrière, puisque Boateng, Da Silva, c'est nul à chier, et Diomandé ça va être suspendu. Comment on va se démerder? Comment on va se démerder pour jouer en défense centrale? Ce système à 3 me semble être le bon, mais je vois difficilement comment on va pouvoir avoir une défense pérenne, en tout cas jusqu'au mercato, avec des mecs comme ça. Boateng, il est finito, les gars. Il est complètement finito, Boateng. Il est tout lent, on dirait qu'il est perdu sur le terrain. C'est une mamie là, qui met les pieds à Châtelet pour la première fois. C'est pas où est la sortie, c'est pas où est l'entrée. Non, Boateng, c'est une catastrophe. Et non seulement Boateng, c'est une triple catastrophe. Boateng. Je vais vous dire pourquoi. Boateng, pour moi, c'est une triple catastrophe. Déjà, parce qu'il coûte très cher. Il a un gros salaire, c'est un des plus gros salaires du club. La deuxième chose, c'est que il est mauvais, il est très mauvais dans le jeu, il est mauvais dans le marquage et compagnie. Et en plus de ça, il peut pas tenir un match entier. Donc quand on met Boateng sur le terrain, on est obligé de le sortir 30 minutes avant la fin, et donc on est obligé de mettre Da Silva derrière. Après, il y a une quatrième catastrophe qui est que c'est un sac à merde, visiblement. Mais voilà, donc je pense que Boateng, c'est un vrai problème, tant qu'on doit le mettre dans le 11. C'est une double balle dans le pied, plus une troisième balle dans le pied sur l'aspect purement niveau du joueur. Donc voilà, je pense que Boateng, c'est un échec et à un moment donné, il faut arrêter quoi. Le problème, c'est que y a pas de profondeur en défense centrale, puisque visiblement il n'y a pas besoin de défense centrale. Peter Bosz, il a dit Thiago Mendes c'est génial, donc on n'a pas besoin de défenseur central. Et Dumb et Dumber au-dessus ont décrété que c'était très bien l'effectif comme ça, il n'y a pas besoin de recruter. Et en plus, ils ont prêté un des défenseurs qui était prometteur en réserve. Les joueurs de la réserve sont pas prêts, donc on est à poil. Donc peut-être qu'il faudra mettre Tagliafico dans l'axe, même si c'est du gâchis à mon sens, pour décaler, pour pouvoir mettre Enrique et qu'on se retrouve avec une défense à 3 avec Tagliafico axe gauche contre Lille. Ouais, je suis pas sûr. Faut remettre Mendes en DC contre Lille obligé. Ouais, Mendes au milieu de terrain, c'est quand même pas fou. Moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai pas trouvé Mendes extraordinaire, notamment à la relance, où il nous a fait... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Thiago Mendes au milieu de terrain. Et Thiago Mendes, il a quand même une tendance à se planquer, je trouve, à la relance, qui me gêne beaucoup. Mais il était transparent. Ouais, Mendes dans une défense à 3, c'est peut-être moins pire. Je pense que la solution, compte tenu de... C'est pas une bonne solution, mais c'est une solution quand même, c'est effectivement de remettre Mendes dans cette défense à 3, parce que je pense sincèrement que Mendes en centrale d'une défense à 3 est moins catastrophique qu'un Boateng, et encore moins catastrophique qu'un Da Silva, parce que Da Silva, c'est calamiteux, Et à un moment donné, c'est pareil, c'est un peu comme Toko, c'est-à-dire que Da Silva, on le sait qu'il est pas bon, tout le monde le sait, tout le monde le voit qu'il est pas bon, qu'il n'est pas du tout au niveau Ligue 1 et peut-être même pas Ligue 2. C'est pas Da Silva qui se fait rentrer tout seul, c'est Laurent Blanc qui choisit sciemment de faire rentrer Da Silva. Donc attention, on gagne ce match, on a bien joué au foot, mais s'il y avait eu un partout, ça aurait été en partie pour Laurent Blanc et son coaching de merde. Donc ça, voilà, je sais pas, la question du match contre Lille, on verra. Si on garde le système à 3, si on met Boateng alors qu'il est nul, si on met Da Silva alors qu'il est nul. Tu parlais de Senkos Cassar. Non, je parle pas de Senkos Cassar, je parle de l'autre là qui est prêté en national. Mais oui, Oscassar aussi a été prêté, c'est un peu dommage. Alors, je connais pas son niveau, personne connaît son niveau. Il y en a pas un seul ici dans le chat qui peut me dire oui, moi j'ai vu tous les matchs de Senkos Cassar l'an dernier. Mais c'est quand même dommage quand on a aussi peu de profondeur en défense centrale de prêter un mec dont on pourrait avoir besoin. Mais c'est NDI, ouais, NDI. Attendez, pourquoi être aussi dur avec Damien Silva? Bon, consciencieux, prochain troll comme ça dégage. On n'est pas là pour dire de la merde tout du long. Je parle de NDI, ouais. Donc voilà, on n'a rien vu de 5. On n'a rien vu de 5, mais bon, apparemment, il a fait une bonne saison la saison précédente. Peut-être que lui, il voulait pas être 3e DC, je peux comprendre, mais c'est quand même dommage de le prêter, sachant qu'il n'y a personne derrière. Donc voilà, le chantier de la défense est plus que jamais ouvert. Il est ouvert que ce soit pour cet hiver, pour se renforcer, mais surtout pour l'été prochain, puisqu'on va perdre probablement, enfin pas probablement, on va perdre Boateng, on va perdre Da Silva, qui ne sont pas des grandes pertes, mais qui seront des pertes en termes de profondeur de banc. Il nous restera Lukeba et Diomandé. Lukeba, je ne sais pas si on va pouvoir le garder très longtemps, le garçon. J'ose espérer qu'on va quand même pouvoir le garder une saison de plus. Mais donc, il va falloir pour l'Olympique Lyonnais, d'ici à l'été 2023, recruter au moins 2 défenseurs centraux. Au moins. Donc voilà, il n'y a pas moins d'annuler le prêt normalement. Si, mais on n'est pas dans FM, donc ça se fait pas trop, je pense. Mais bref. Il fait rentrer qui il peut, vous êtes marrant des fois. Mais non, s'il fait pas rentrer qui il peut, il n'est pas obligé de faire rentrer Karl Toko Ekambi. Il n'est pas obligé de faire rentrer Da Silva. Il peut basculer Mendes en défense centrale. C'est des choix de coach. Alors effectivement qu'il n'a pas du caviar sur son banc, mais c'est des choix de coach. Il n'est pas obligé de faire rentrer Damien Da Silva.
Il peut faire reculer Mendes et faire rentrer Le Penant à la place de Mendes, c'est possible. Pardon, à la place de Boateng. Donc voilà, il n'est pas obligé de faire passer Jeffrey Nayid devant Cherki ou Fèvre. Donc voilà, ça fait partie des coachings qui m'ont un peu gêné. Qu'est-ce que j'ai noté? L'arbitrage. Ouais, parlons arbitrage. On n'en peut plus de la Ligue. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Là. Il est grotesque. Les 2 cartons rouges sont grotesques. Il y a des arbitres probablement un peu moins neuneux qui, pour ce qui s'est passé sur le terrain, il n'y a même pas de jaune. Parce que Diomandé mérite son jaune. Il fait une grosse faute, une vraie faute à la Verratti. Et derrière, il ne fait rien. Hein. Il se fait agresser, il cherche pas les problèmes, il s'en va. Et c'est vraiment l'arbitrage à la manière de CPE de basse qualité. Quoi. C'est assez désastreux d'avoir un arbitrage aussi bête. Parce que ça peut faire déraper le match. C'est-à-dire que ça apaise pas du tout les tensions. Diomandé se retrouve suspendu pour rien. Et ça va poser problème à l'OL parce qu'on a besoin de signaler Diomandé en défense centrale. Il n'y a aucune raison d'aller envoyer les 2 mecs au vestiaire. Ça sert à rien en plus. Ça sert absolument à rien. Parce que si tu donnes un rouge à l'un et pas à l'autre, ça peut se comprendre de sortir le rouge. Mais si tu donnes un rouge à l'un et un rouge à l'autre, c'est quoi? C'est lui qui a commencé monsieur, je vous punis tous les 2. Quoi. C'est débile, c'est un arbitrage de shérif. C'est ça, c'est un arbitrage de shérif, mais c'est pas le premier à faire ça. En Ligue 1, visiblement, c'est la grande fiesta des cartons rouges. On en met à droite à gauche, c'est la grande distribution. Tu veux ton rouge, tiens, un rouge, un rouge, un rouge. C'est la chanson de Michel Sardou, là. On va faire appel. Je pense qu'on va faire appel parce qu'on a besoin de signer Diomandé. Mais cet arbitrage, il est calamiteux. Alors, on va pas faire ouin sur l'arbitrage, sur le point de vue sportif, mais je pense que Montpellierin comme Lyonnais peuvent s'accorder sur le fait que ce double carton rouge est absolument ridicule et grotesque. Il s'est rien passé. Diomandé mérite son jaune, et vous savez quoi? S'il met un 2e jaune à Diomandé et un jaune au Montpellierin, à Mavididi, et du coup qu'il exclut Diomandé parce qu'il a fait la faute plus la bagarre pour un jaune, à la limite ça me choque moins. Mais non, le mec sort les rouges, allez dégager quoi. Mais c'est quoi ces cow-boys là? C'est des débiles, vivement qu'on leur mette des micros, qu'ils puissent plus s'en sortir quoi. C'est un enfer. Tu te rends compte que tu dis qu'on a besoin de Diomandé alors que Boss l'avait mis au placard et que le club voulait le vendre. Moi, j'ai toujours dit la même chose sur Diomandé. J'ai toujours été un Diomandista. J'ai toujours défendu Sinali Diomandé, que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il progresse, qu'il a encore une marge de progression énorme. Ce sera pas Paolo Maldini, comme je vous l'ai souvent dit, mais je pense que Sinali Diomandé a le niveau pour être titulaire dans cette OL en reconstruction. Peut-être pas dans le futur grand OL qu'on espère tous, mais Diomandé, il faut être sacrément mauvais pour passer à côté du boug. Vous voyez la présence sur coup de pied arrêté de Sinali Diomandé? À chaque fois, c'est le seul sur corner. À un moment, il a sauté tellement haut qu'il a fait un soleil par-dessus le mec qui était devant lui. Donc non, c'est un bon match de signer Diomandé. C'est pas parfait. Diomandé, il y a quelques errances parfois. Et puis il y a peut-être parfois un trop plein de confiance de Diomandé parce qu'il aime bien jouer à la baballe. Mais quand même, rendez-vous compte que le bonhomme, je vous dis pas que c'est Samuel Umtiti, mais quand on le compare aux Zozo qui sont à côté de lui, c'est quand même sacrément meilleur, quoi. Donc non, moi je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas à aller tirer de Lukeba et Diomandé. À un moment donné, il y a quand même eu des phases de jeu où on s'est retrouvé avec Diomandé à 30 mètres du but et Castello Lukeba dans la surface. Alors j'ai pas pris de screen, j'aurais dû, mais il y a un moment donné, Lukeba il est sur la ligne de but pour faire un centre. Je me suis dit putain, il y a des couilles dans cet effectif là. Là on n'est plus sur les dépressifs qui passent pas la ligne médiane. Donc voilà, c'est Ferry, j'arrive pas à dire si vous voulez revenir avec nous ou tabasser les Lyonnais. Mais Ferry il aime trop la bagarre. Moi j'adore Jordan Ferry. Je l'ai dit, j'ai été interviewé par un site montpelliérain qui s'appelle Alépayade. Ils m'ont dit c'est qui ton joueur préféré à Montpellier? J'ai dit c'est Jordan Ferry. J'adore Jordan Ferry. Par contre Jordan Ferry il doit concéder un penalty. Voilà, et ça c'est même pas revu à la VAR, mais à un moment donné le duel épaule contre épaule, coude dans le dos, c'est pas exactement la même chose. Il doit y avoir penalty sur cette faute là de Jordan Ferry. C'est pas dramatique, c'est pas un scandale absolu qui siffle pas penalty, mais ça se siffle très clairement. Donc voilà, l'action du premier but reste un Lyonnais en défense. Ouais, non, je trouve ça intéressant. Vous voyez, la dernière fois, on parlait de cette incapacité qu'avait l'OL de Peter Bosz à embrayer, à mettre une vraie pression et à créer cette espèce de sentiment imminent de on va marquer, va y avoir but. Et je trouve que la première mi-temps de l'OL, ça y est, on a enfin vu un OL qui était capable de pousser, tout simplement, d'amorcer une dynamique de pressing et d'étouffement de l'adversaire. Montpellier, pendant 30 minutes, ils ont été totalement asphyxiés, et rien que ça, c'est une progression immense par rapport aux dernières années, d'avoir cet OL qui est capable d'appuyer sur l'accélérateur. Il a manqué la finition, parce que l'OL doit mener 2 ou 3-0 ce match. Clairement, il y a cette action-là qu'on a sous les yeux, là. Ça doit faire 2-0, mais c'est pas la seule. Il y a pas mal d'actions qui doivent faire but, donc il manque encore cette dose de réalisme, mais s'il y a la dose de réalisme sur ce match-là, ça peut faire très rapidement 3 ou 4-0, remballer, et on rentre à Lyon avec une belle branlée pour Montpellier. Donc voilà, ça c'est... Boss, c'était la possession stérile. Boss, c'était pas grand-chose. C'était pas grand chose. Sur l'action, Dembélé est mal placé, je trouve. Non, c'est juste que Lacazette s'en mêle les pinceaux. Ça arrive, il se rattrape derrière. Mais voilà, là, honnêtement, cette action-là,
si c'est Toko Ekambi qui l'a fait, il y a des comment dire, tout le monde prend ses fourches et on va cramer des trucs. Donc non, on le pardonne Lacazette, mais voilà, il s'en excuse de la passe en interview après match. Voilà, sans conséquence. Ça aurait pu en avoir de lourdes, mais on va pas en vouloir à Lacazette alors qu'il nous fait encore un match de monstre. Et c'est lui la dynamique positive. C'est lui qui tire tout le monde vers l'avant. Le début de saison était un peu timide, mais là quand même, putain, Lacazette quoi. Quand même. C'est vrai que Toko, oui, il fait pas la passe, c'est vrai. Non, non, quand même, Lacazette, il y a quelque chose d'important et il y a l'aura. Il y a l'aura, voilà, il y a un truc de... quand il a le ballon, nous, supporters, on se sent en confiance et je pense que les joueurs sur le terrain se disent... alors moi, j'ai vu à un moment donné où Karl Toko Ekambi a le ballon à l'entrée de la surface et personne fait d'appel parce qu'à mon avis, ils savent tous qu'il va tirer. Lacazette, je pense que quand il a le ballon dans les pieds dos au but, t'as envie de lui donner des solutions parce que tu sais qu'il va te la donner la baballe. Donc voilà, je pense que... c'est qui Laura? Ah oui, d'accord, j'ai compris la vanne. Tu peux recommencer le débrief de zéro, je viens d'arriver. Non, mais ce sera sur YouTube dans la foulée du débrief, donc vous inquiétez pas. Je vous remets le lien de YouTube, tiens. Hop, là, vous l'avez dans le chat, comme ça vous pouvez vous abonner et lâcher les petits pouces bleus. Voilà, bon, quand même, du côté du positif, c'est encore ce superbe match de Lacazette, c'est la résurrection de Aouar et Cacré qui étaient au fond du trou pendant encore quelques temps, et je pense que Houssem Aouar peut faire une très bonne, il peut faire une très bonne saison en continuant sur cette lancée-là. C'est presque chiant de devoir dire au revoir à Aouar libre. C'est pas... moi, je crois encore à un dénouement qui est que Aouar revient à un bon niveau et prolonge avec l'OL. Je sais pas, on verra. On n'a pas parlé de Tagliafico parce qu'en fait, on s'habitue à Tagliafico. On trouve ça normal alors que... Quel braquage! Tagliafico pour 4 millions, c'est le vol du siècle. Comment on a pu avoir Tagliafico pour 4 millions? Et ça, tour de force. Honnêtement, tour de force de la cellule de recrutement, enfin en tout cas négociateur ou je sais pas quoi. Tagliafico pour 4 millions. Où était la douille? Où est la douille? Où est l'arnaque? Dites-moi. Je sais pas. Je comprends pas. Tagliafico... tout a été dit déjà sur le match précédent. La grinta, l'engagement, la justesse aussi, et le football tout simplement. Je trouve que heureusement qu'il est là. Hein. Heureusement qu'il est là. Il y a une base dans cet effectif qui est quand même pas dégueulasse. Quand vous avez une base avec du Tagliafico, du Lacazette, du Tolisso, du Cacré, du Dembélé, vous allez me dire, c'est quand même pas compliqué de réussir à faire un peu jouer au football à ces mecs-là. Donc voilà. Voilà. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Ah, merci. Bonsoir, j'ai une théorie sur Toko, c'est l'opposé de Lacazette dans le jeu en termes d'appel, d'attitude, de proposition de QI de football. Cherki, ouais, alors dans les choses qui sont moins positives, et on en parlera un peu plus après, il y a, à mon sens, je trouve pas que Malo Gusto fasse un super match, et défensivement, c'est toujours un peu compliqué. J'ai trouvé Mendes un peu transparent, et il y a quand même le coaching. Et le coaching, Laurent Blanc a jamais été un grand professionnel du coaching, hein. Ça n'a jamais été le plus grand retourneur de match de l'histoire. Rappelez-vous au PSG, quand il faisait rentrer Cabaye à la place de Verratti à la 61e minute tous les matchs. Et souvent, il tardait beaucoup à faire rentrer. C'est pas un lanceur de jeunes non plus. Pas énormément de jeunes au PSG qui sont passés à travers Laurent Blanc. Je suis un peu perplexe sur ça. C'est-à-dire que d'un côté... on voit une patte Laurent Blanc dans le jeu, c'est-à-dire ce football de possession, ce football d'accélération qui fonctionne bien, mais dans la lecture du match et la lecture des choix des hommes, il y a toujours un gros problème. Je suis conscient qu'il ne peut pas trop faire différemment à partir du moment où il choisit de jouer à 3 derrière et qu'il est obligé d'avoir au moins une pastèque dans les 3 parce que la profondeur d'effectif de l'OL est nulle. Par contre, les entrées en jeu ce soir... les entrants apportent quand même très peu ce soir. On va tous les faire dans l'ordre. On a Damien Da Silva qui rentre et qui, comme Rennes, concède immédiatement l'égalisation. Bien aidé accessoirement par Gusto qui couvre le hors-jeu, mais de toute façon il couvre aussi. Mais disons que déjà 1 il couvre et 2 il est à 2 de temps. Parce que pour qu'un mec puisse faire une retournée comme ça alors qu'il a un mec au marquage, c'est qu'il y a un problème. Donc tweet de l'As, on ira regarder après. Jeff Renadalid a fait une entrée plutôt correcte. C'était vraiment calamiteux sur les 15 premières minutes, pardon. Et ensuite, je l'ai trouvé un peu plus intéressant sur les 15 dernières minutes. C'est pas une entrée folle, hein, mais c'est rassurant, on va dire. Est-ce que ça suffit? Je suis pas forcément d'accord avec ça. Est-ce que Romain Fèvre ou Ryan Cherki auraient été capables d'apporter au moins autant? Probablement que oui. La rentrée de Toko Ekambi, c'est dur, hein. C'est dur, Karl Toko Ekambi. Hein. Et il pense qu'à sa gueule.
Il veut tout le temps tirer. Lâche ton putain de bouton carré, Karl Toko Ekambi. Lève la tête. Alors après, il fait une belle remise sur Cacré sur le deuxième but. Donc on va quand même lui accorder ça. Voilà. Après, il a pas trop le choix. Il est dos au but, il y a Cacré devant lui, il est obligé de lui remettre. Mais il lui remet bien, c'est vrai. Mais c'est compliqué, Toko Ekambi. C'est compliqué, donc voilà, je sais pas. C'est un joueur de salon, on tire avec rond ici. Non, non, ici on est école PES, donc on tire avec le carré. Alors on va aller regarder le tweet de Olas. Olas, Jean-Michel Olas, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'arbitrage? Alors, Jean-Michel Olas. Je m'interdis de commenter directement les consignes données par la direction technique de l'arbitrage, mais comment ne pas siffler penalty sur Mayence? Et plus grave encore, le rouge de Sinali qu'il faudra analyser en commission. Semble que les arbitres soient bons et la VAR qui... Semble que quoi? Les arbitres soient bons et la VAR qui ne corrige pas. Pourquoi? Alors on est sur un tweet quand même très très difficile à lire. Mayence Cacré, voilà, c'est nouveau, Mayence Cacré. Bon, en gros, c'est une version Olas du I Prefer Not to Speak de José Mourinho. Hein. Donc oui, après, voilà, le coup de... Moi, je trouve pas, à titre personnel, je trouve pas ça scandaleux qu'il siffle pas penalty sur Cacré, même si ça se siffle. Encore un classique. Une lettre, ça va. Oui, c'est vrai que ça va, ça pourrait être pire. Mais... Là, oui, là, c'est complètement illisible. Mais je comprends qu'il soit en colère, parce que le rouge de Diomandé, il est totalement injuste. C'est totalement injuste, ce carton rouge pour Diomandé. Parce que Diomandé gère la bagarre très bien. De toute façon, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il fait 2 mètres de plus. Et il mérite absolument pas de se prendre rouge. Il mérite de prendre jaune pour sa faute d'anti-jeu. Mais il n'y a aucun monde où il doit prendre rouge, en fait. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je suis d'accord que Olas va le faire analyser en commission. Et la logique voudrait que Diomandé ne soit pas suspendu et que son carton rouge soit annulé. Mais la direction technique de l'arbitrage est tellement bornée qu'ils sont capables de maintenir le rouge parce que Séné Diomandé a fait un sourire et que c'est une provocation, quoi. Donc bon, t'as même situation à L2 cet après-midi avec Sainté. Monsieur Le Sage a sifflé une penalty pour une faute sur Pintor. D'accord, mais j'ai pas vu le match de Sainté. Ils ont gagné, Sainté? Ils ont gagné ou pas? Ils ont réussi à gagner un match de foot? Ils ont fait combien, Saint-Etienne? Oui, ils ont gagné contre Amiens. Waouh, ils sortent de la zone rouge du coup. Eh ben non. Ils sortent pas de la zone rouge. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait à dire. J'avais noté dans mes sujets coaching de Blanc, le physique, on a parlé, la condition physique des joueurs. Ça ira probablement mieux quand Laurent Blanc aura l'occasion de faire une vraie prépa. Mais ça confirme une chose, c'est que la prépa de Peter Bosz, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, ma théorie, c'est que Peter Bosz a fait ses gammes dans des championnats qui sont pas aussi physiques que la Ligue 1. Et c'est connu. Tous les joueurs qui viennent en Ligue 1, qui viennent de gros championnats, notamment les Messi, Neymar et compagnie, disent tous que la Ligue 1 est un championnat extrêmement physique. Alors pas autant que la Première Ligue évidemment, mais très 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 physique. Et je pense que quand on vient de Bundesliga ou d'Eredivisie, l'exigence en termes de physique, elle est pas aussi forte. Et je pense que c'est là où il y a l'importance d'avoir un coach qui connaît bien la Ligue 1, qui sait que le physique c'est important. Et donc je pense que la différence elle se fait là. À part Tagliafico, on a personne qui risque de partir à la Coupe du Monde. Toko y va normalement, si je dis pas de bêtises. Toko y va. Rouge direct, c'est 2 matchs, pas contre l'OM. Ah oui, j'ai oublié ça. La L1 très sous-côté à ce niveau. Non, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte du niveau physique de la Ligue 1. On a sur des équipes qui n'ont pas des gros joueurs de foot, mais qui du coup mettent une intensité assez folle. Et voilà, donc Toko, c'est pas grave. Non, Lopez, je pense pas. Lopez, je pense pas qu'il ira avec le Portugal. Il y est pas allé depuis pas mal de temps, il me semble. Je sais pas. C'est tout, hein. Il y a que Toko, Tagliafico et éventuellement Lopez, et c'est tout. Et Diomandé, non, Diomandé, il y va pas. Si, il y va, Diomandé. Il est en sélection, Diomandé. Diomandé, il y va, non? Est-ce qu'ils y sont Diomandé, il va. Oh là. Non, ils sont pas qualifiés. La Côte d'Ivoire, elle est pas qualifiée. Diomandé, il a pris rouge direct, 2 jaunes. Il a pris rouge direct, Diomandé. Il a pris rouge direct. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, c'est bien ce qui me semblait dans l'absolu. Voilà, on a fait le tour. J'ai écrit un Lacazette avec 3 points d'exclamation et j'ai écrit Damien Da Silva rire. Je pense qu'on a fait le tour quand même concernant Damien Da Silva. On est fatigué, hein. On est fatigué, Damien Da Silva. Visiblement Varane qui sort en larmes. Elle va être bien l'équipe de France à la Coupe du Monde. Bon, de toute façon, on s'en fout, on la regardera pas. Et Cacré, non, on a fait le tour. On a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez aborder là-dessus, dont on n'a pas parlé? On a parlé du coaching. On peut parler des jeunes aussi, puisque visiblement Laurent Blanc ne compte pas sur Bradley Barcola, c'est un peu dommage. Et Cherki va être content d'avoir prolongé. Hein.
Cherki il va être content d'avoir prolongé. Là. Il se retrouve avec 0 minutes depuis que Laurent Blanc est là. Il va faire un peu la gueule. Ouais. J'ai peur que... Oui, Le Penant. C'est vrai que Le Penant, on n'en a pas parlé. Le Penant, c'est quand même dommage que Blanc compte pas dessus. Après, ça se défend de vouloir redresser un peu l'équipe avec les papas. Je suis pas sûr que ce soit une solution parfaite. Et je pense que dans l'idée, Laurent Blanc veut une équipe costaud. Et malheureusement, Le Penant fait pas partie des plus costauds de l'équipe. Et qu'il préfère mettre des mecs un peu costauds plutôt que des jeunes un peu frêles. Barcola, je l'ai jamais trouvé bon. Oh, bah quand même, les gars, on dit pas que c'est un crack, mais quand même. Donc je pense qu'on est sur ces deux phases-là, c'est-à-dire ce qu'on avait dit sur Rennes. La première phase qui consiste un peu à sortir l'équipe de l'eau et de la faire repartir de l'avant. Et peut-être qu'après la Coupe du Monde, on retrouvera une rotation un peu plus éclectique par rapport aux jeunes. Laurent Blanc l'a dit, hein, il a dit je leur donnerai peut-être des bouts de match, mais c'est pas sur eux que je vais compter en premier lieu, ce qui se défend. Donc on verra. Mais il met un peu l'équipe pour gagner des points tout de suite. Ouais, et c'est pour l'instant mission pas accomplie parce qu'on a perdu contre Rennes, mais il va falloir enchaîner. Voilà, l'enjeu pour Laurent Blanc, là, ça va être d'enchaîner. Le calendrier qui arrive est difficile. Il est très difficile pour l'OL. On arrive sur les gros sujets. D'ici à la trêve, on va affronter Lille, Marseille et Nice. Donc c'est 3 équipes quand même assez costauds, qui sont toutes, si je dis pas de bêtises, devant l'OL au classement. Non, Nice est loin derrière. Nice c'est un peu pété. Il y a des points à aller chercher, des points à aller prendre, parce que imaginons que Lyon batte Marseille, ça reviendrait potentiellement à 6 voire 3 points, et à cette distance-là, tout devient possible. Donc on va regarder les résultats de la suite de la journée, et on va voir si cette OL arrivera à enchaîner. Les échéances qui arrivent sont très importantes. Il nous reste 3 matchs. Il nous reste 3 matchs pour aller engranger le max de points. Ce serait bien que sur ces 3 matchs, on en prenne au moins 6 ou 7. C'est très optimiste. Mais voilà, une nouvelle explosion d'équipe face à Nice. Il y a quand même un effet blanc sur la confiance de cette équipe. Oscar Sarr est en train de jouer ses premières minutes avec Valence. Il a remplacé Diakhaby à la 4e minute. Vraiment utile de l'avoir prêté. Oscar Sarr joue pas. Youssouf Koné joue pas. Kadewere est blessé. Bon, voilà. Toujours compliqué les matchs contre Lille. Lille fait partie des bêtes noires de l'OL. Donc on verra. Lille, ce sera le 30. Donc c'est dimanche, si je dis pas de bêtises. Ce sera dimanche soir. On fera le débrief comme d'habitude à 23h. Voilà pour le programme de l'OL de ces prochaines semaines. On va passer aux notes des joueurs. Je vais juste les afficher incessamment sous peu. Voilà, ça va arriver sur votre écran maintenant. Hop, les notes des joueurs. Alors, nous avions sur le terrain ce soir, hop, un petit pinceau. On va dessiner le terrain. Voilà, il est presque rectangulaire cette fois le terrain. Hop, voilà. Nous avions sur le terrain ce soir, dans les buts, nous avions notre très cher Anthony Lopes. Hop, voilà. Nous avions Lopes. Nous avions Boateng. Nous avions Diomandé. Ici, nous avions Gusto. Lukeba. Latagliatel. Ensuite, nous avions Mendes ici en fantôme. Et ensuite, c'était Cacré et Aouar. Et Lacazette et Dembélé. Voilà, il n'y a pas eu de remplacement à la mi-temps, donc on va garder cet effectif-là. Anthony Lopes, comment tu peux écrire aussi vite et proprement la souris? Je sais pas. Je ne sais pas. Si je sais pas. J'ai une bonne souris. Lopes. J'ai pas de remarques à faire sur Lopes ce soir. Il a joué Mendes. Oui, Mendes, il a joué. Il fait son match. Bon match. Peut pas grand chose sur le but. Prend un golasso. C'est un bon match de Lopes. Il y a quelques relances au pied, toujours hasardeuses. Mais on sait, c'est Lopes. Ouais, c'est un 6, Lopes. C'est un 6. Bon match. Il fait les arrêts qu'il faut faire. Il fait les sorties qu'il faut faire. Il y a une certaine. Voilà, c'est la routine pour Lopes ce soir. Beau double arrêt, oui, effectivement. Bel arrêt. Bon match de Lopes. Pas extraordinaire parce qu'il n'y a eu que 3 sauvetages du gardien, je crois, côté lyonnais. Mais voilà, on peut difficilement lui en demander plus sur cette rencontre. C'est pas mal, c'est bien, c'est rassurant, Lopes, c'est cool. Par qui on commence? On commence par Gusto.
Gusto, il coûte un but quand même parce que la relance, il y a une double erreur de Gusto sur le but. Il y a sa relance là qui est balancée dans l'axe comme ça et qui donne ensuite la balle de Ferry pour le retourner. Et en plus, il couvre. Alors, il se trouve que Damien Da Silva couvre aussi. Mais si Damien Da Silva avait bien anticipé la passe, Gusto aurait couvert le but. Donc Gusto, défensivement, ça va pas. Grosse première 30 minutes, ouais, effectivement, on sent toujours la même chose chez Gusto. Il y a cette qualité athlétique qui lui permet de prendre le dessus sur ses adversaires. Qualité de centre en demi-teinte. Il y a des bons centres parfois, notamment ce but de Cacré hors jeu, enfin, c'est pas un but d'ailleurs, il rate l'occasion. Mais il y a encore une grosse marge de progression pour Gusto. Donc moi, je pense pas que Gusto défensivement a encore été un peu friable et il coûte un but, on va lui mettre 4. Donc il faut quand même qu'il progresse là-dessus. Diomandé, moi je l'ai trouvé très bon. Je trouve qu'il y a c'est l'attitude, moi, de Diomandé que j'aime bien. C'est l'attitude, je trouve qu'il fait patron, vous voyez. Il est grand, il est imposant, il n'a pas peur de jouer à la relance. Moi, j'aime bien Diomandé, j'aime bien son attitude et c'est un vrai bon joueur de football. 6, ça me semble bien, ouais, pour ce soir. 6, et j'ai presque envie de mettre en rose un et demi avec un cœur parce que c'est mon chouchou, Diomandé, voilà. Boateng, c'était nul. Boateng, il sait plus faire le jeu long comme il le faisait à son arrivée à Lyon. Il est à la rue défensivement. Il est à la rue dans les interventions. C'est nul, c'est pas bon Boateng. Ça suffit, il faut arrêter les frais avec Boateng. Et en fait, Boateng, sa performance est juste tempérée par le fait que Da Silva a réussi à faire pire. Donc Boateng, son match vaut 3, mais on va mettre 2. Parce qu'on l'aime pas, voilà, tout simplement on l'aime pas et on veut qu'il aille loin de l'OL, donc voilà, on va mettre 2. Lukeba, moi j'ai adoré le Lukeba libéraux, parce que c'est un peu comme ça qu'il a joué Lukeba ce soir. À un moment donné, Lukeba, il se retrouve ici. Je sais pas ce que fout Lukeba ici, il donne une passe en retrait comme ça. Qu'est-ce que fout Lukeba sur la ligne de but? C'est un Lukeba qui est en confiance, ça, vous voyez? C'est un Lukeba qui est en confiance, et le Lukeba qui est en confiance, c'est un putain de papa. Il vient en l'entraînement avec un Renault Scénic, avec les 2 gosses à l'arrière, et moi je trouve que Lukeba, ouais, ce soir ça vaut 7. Ça vaut 7. Et je suis très content que Lukeba reprenne un peu du poil de la bête, et ce système à 3 a l'air de lui convenir très bien, et je pense que ce système à 3 lui convient très bien, parce qu'il a un mec à côté de lui, qui est quand même un sacré cochon, c'est Nicolas Tagliafico. Et Nicolas Tagliafico, c'est pas l'homme du match, parce que l'homme du match c'est évidemment Lacazette, mais Tagliafico, il y a du football, il y a de la niaque, il y a des... Ouais, 8. On va être généreux, allez, c'est la fête, c'est une victoire, on va lui mettre 8 à Tagliafico. Oui, on s'enflamme, mais on s'enflamme. On n'est pas là pour être objectif, on n'est pas l'équipe. On met des notes au feeling. Bien sûr que le match de Tagliafico, il mérite pas 8. Mais c'est du feeling, on a vibré, Tagliafico il nous a fait bander. 8, voilà. Boateng, il fait un match moyen moins, ça vaut 4, mais on peut pas le piffrer, c'est 2. Voilà, donc c'est comme ça qu'on note ici. On note pas en train de faire, il a fait 3 ballons récupérés, c'était pas mal. Non, ici on note au cœur, on note à l'émotion. Voilà, on est dans la subjectivité totale. Je suis pas journaliste sportif. Moi, je mets 6 à Cherki alors qu'il fait le même match que Toko Ekambi, vous voyez. Et Toko Ekambi, on va lui mettre 5 parce qu'on est injuste. Voilà, on est de mauvaise foi. On n'est pas là pour faire d'objectivité. On n'a pas eu d'arrière gauche de ce niveau depuis Fernand Mendy. Oui, clairement. On note à la Zub, effectivement. Mendes, j'ai trouvé... Alors, c'est pas un mauvais match de Mendes, mais c'est un match un peu transparent de Mendes, et c'est dommage parce que c'est le seul à pas vraiment avoir brillé avec Boateng dans ce match. C'est un match un peu transparent, je trouve. Je l'ai pas trouvé foncièrement mauvais, je l'ai trouvé discret à la relance. Ouais, 5. Tagliafico noté 5 dans l'équipe. Moi, c'est rire. Ouais, Mendes, on va pas faire un délit de sale gueule. Il mérite pas une note en dessous de la moyenne. Mais il était discret. Il a souffert de la comparaison avec Cacré et Aouar, qui ont été brillants ce soir. Mais bon, après, un milieu défensif qu'on voit pas, c'est un milieu défensif qui fait son taf aussi. Des pertes de ballon dégueulasses. Il y a... un handicapant balle au pied. Je l'ai pas trouvé si nul que ça. Voilà, il était moyen. Boateng, 5 dans l'équipe. C'est des malades. Allez, on va lui mettre 2,5. Ouais, 2,5. Cacré, voilà, ça c'est le Cacré qu'on aime. Ça c'est le Cacré qu'on veut voir. C'est le Cacré entreprenant. C'est le Cacré qui est à l'aise, qui est en confiance, balle au pied. Donc moi je suis très content de revoir ce Cacré-là. J'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il reviendrait un peu dans la place. Mais voilà, je suis très content de voir un Cacré décisif. En plus c'est rare un Cacré décisif. Il state pas beaucoup et ça fait partie des trucs qu'il doit bosser. Maxence Cacré, parce qu'il state pas assez. Là, il va stater avec une passe décisive. Il aurait pu stater sur les buts. Il est entreprenant. Ce Cacré-là, je l'aime bien. Il est entreprenant, il a la confiance, il fait des choses. Techniquement, c'est pas super. Oui, après, encore une fois, on note à l'émotion. Donc Cacré, on va lui mettre 7.
Voilà, ça me semble bien. On va lui mettre 7. Le progrès, ils ont mis Boateng 4, ok. Aouar, c'est un très bon match de Aouar aussi. Je l'ai trouvé pareil, en confiance. C'est pas encore le grand Aouar. C'est pas encore le Aouar qui est capable d'éliminer, qui est capable de déborder, qui avait cette qualité de prise de balle qui était assez folle. C'est pas encore le très grand Aouar, mais c'est du bon Aouar. Et je pense que c'est déjà pas mal d'avoir du bon Aouar et qu'il monte en puissance. J'aimerais bien qu'il monte en puissance pour l'OL. 6 encourageant, ouais, on va mettre 6,5. 6,5 pour Aouar. 6,5, ça me paraît pas mal. Et la doublette, bah moi j'adore. Voilà, j'adore cette doublette. Et surtout, j'adore quand ce Dembélé-là ne sert pas comme pivot. Et je vous jure, c'est mon cheval de bataille depuis 1 an et demi. Dembélé n'est pas un pivot. Dembélé est un très bon joueur de football. Un peu pâteau parfois dans ses contrôles, mais c'est un mec qui a la science des appels, la science de la course, la science de la finition. Et moi, j'adore ce Dembélé-là qui joue presque en renard avec la casette derrière qui va tourner autour. Ça fonctionne bien, ça. Ça fonctionne bien. Ça, c'est top, ça. Ça, on valide. Donc voilà, ce soir, nickel. Le pivot gang, exactement, le pivot gang. Dembélé ce soir, moi je mettrais 6,5 ou 6. Dembélé aujourd'hui c'était mathématiquement. Ouais, 7, allez, on va être généreux. On va mettre 7 pour Dembélé et on va mettre 7,5 pour la casette avec le bonus but en fin de match. Même 8 pour la casette en vrai. 8 pour la casette. Allez, on note à l'émotion, 8 pour la casette. Le seul problème, c'est que les notes, elles sont un peu généreuses pour un match gagné 2-1 à l'arrache. Pourquoi? Parce que ce match, en vrai, il ne doit pas être gagné 2-1. Ce match, il doit être gagné 3 ou 4-0 parce que l'OL a été infiniment supérieur à Monaco, à Montpellier ce soir. Donc, il faudra travailler cette capacité-là à tuer les matchs. Et ça, c'est un problème récurrent à l'OL d'être incapable de tuer les matchs. Il y a eu 1000 occasions de tuer les matchs. La casette 8, non, en fait, on va pas mettre 8 à la casette parce qu'il y a quand même cette grosse saucisse qui est quand même un malus, la saucisse qui est derrière moi sur l'écran. Ça, encore une fois, hein, si c'est Toko qui fait ça, c'est la guerre. Hein. Donc voilà. Niveau de Laurent Blanc, le coaching était quand même pas ouf. On va pas noter Laurent Blanc parce que ça n'a pas de sens pour moi de noter les coachs. Mais les expected goals 0,81 de 78. Voilà, donc c'est un match que tu dois gagner 3-1, en gros. J.R.A. ouais, pour parler des entrants, on va en parler vite fait parce qu'ils n'ont pas eu énormément de temps de jeu. Jeffrey Nedelaïd a fait une rentrée correcte. Rends-lui les points. Oui, allez, on va rendre les points. On rend les points à la casette. Jeffrey Nedelaïd a fait une entrée potable. C'est pas une grande entrée, mais c'est une entrée potable pour Jeffrey Nedelaïd, qui continue comme ça. Moi, j'ai rien contre lui, j'ai juste quelque chose contre le fait de lui donner la prio par rapport à d'autres joueurs qui ont aussi besoin de faire leurs preuves. On peut noter l'arbitre et mettre 0. Ben, on va noter l'arbitre, on lui met 0. Voilà, comme ça, bouclé. L'entrée de Toko Ekambi, 0, rien, nul. À part. Enfin, non, c'est pas vrai. Là, je suis de mauvaise foi. Toko Ekambi fait quand même la bonne remise sur Cacrès sur le deuxième but. Mais pour le reste, c'était pas ouf, Toko. Et il a été 0 Gira. Non. Il a été mauvais sur les 15 premières minutes de son entrée. Et ensuite, il a été plutôt bon sur la deuxième partie. Est-ce que c'est suffisant? Non. C'est pas suffisant, il faut plus encore. Jeffrey Nedelaïd, c'est pas suffisant pour un entrant et c'est pas suffisant pour être titulaire, mais c'est moins catastrophique que les rentrées précédentes. C'est encourageant en tout cas. Donc après, on est un peu l'Olympique Lyonnais Social Club où on va donner des bons points dès qu'il rate pas une passe, mais voilà, c'est sûr que si on compare à Rennes, bien sûr. Bof, quand il met du rythme, très bon quand ça joue lentement. Moi je pense que ce constat là, un peu pas d'euphorie parce que ça reste Montpellier, hein, il sera quand même à tempérer quand l'opposition sera plus solide, car ce soir Montpellier a été quand même globalement très mauvais, j'ai trouvé très faible sur pas mal de compartiments du jeu, et attention à pas trop s'enflammer sur le fait que c'était compliqué en face, hein. C'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de foot, Savanier n'était pas non plus dans une forme olympique, donc voilà. Gérald a mis une grosse frappe, il pourra en mettre une un jour. Ouais, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est bon signe. On va terminer avec le Girino après. Moi, je trouve que le constat global, c'est qu'on arrive enfin à avoir une équipe où ceux qui font un mauvais match sont une exception. On n'essaye pas de trouver le mec qui surnage et qui n'a pas fait un match dégueulasse. C'est déjà vraiment pas mal, quoi. Donc sur ça, moi, je suis plutôt content. On verra la semaine prochaine des Lille. Ouais, c'est voilà, le match coup près, il est dimanche prochain et il sera ensuite le match contre Marseille. Où là, il va falloir être solide sur ses appuis parce que ce sera une autre paire de manches. Lille, ça risque de piquer. On va voir. C'est le révélateur, il sera là. Est-ce que ces joueurs-là seront capables de mettre de l'intensité quand ils seront en difficulté, ou alors est-ce qu'ils vont couler comme ils ont coulé sur la fin de la première mi-temps? Mystère, suspense. On va passer au Jurinho et après on aura pratiquement terminé ce débrief. Hop là, je vais vous mettre le Jurinho, il va arriver dans quelques minutes.
Voilà, je vous remets le lien dans le chat. Vous pouvez voter, hein. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voter. Vous avez le lien qui s'affiche dans le chat. Là, c'est jeanfion.com/Jurigno. Vous tapez Jurigno sur Google, vous allez tomber dessus. Je vous rappelle le principe. On note 5 joueurs, les 5 joueurs qui ont le plus pesé sur la rencontre. On les met de -5 à +5 et ça nous donne un classement sur la saison. D'ailleurs, là, je pense que ça vient tout juste d'être mis en place, qu'il n'y a que 5 votes. Qu'est-ce qu'on met? On met Lacazette, bien évidemment. On va mettre Cacré, ça me semble logique. On va mettre Tagliafico. Et ensuite, on va mettre Boateng, pour le plaisir de mettre Boateng. Et je pense que Damien Da Silva mérite aussi. Attendez, qui nous reste? Aouar, Dembélé, Mendes, Gusto, Lukeba, Diomandé, Lopez. On met qui? Damien Da Silva, ouais. Damien Da Silva, on va lui mettre -4. Et Boateng, on va lui mettre -5. Tagliafico, on va mettre 4. Cacré, 4. Et Lacazette, 5. Ça me semble pas mal. Dembélé, Aouar. Ah, il faut faire des choix. Louis. Il faut faire des choix. Je mettrais bien plus à... Bon, Toko non, parce qu'il n'a pas un impact négatif sur la rencontre. Il rate des trucs, mais il mange pas la feuille, et c'est pas lui qui coûte un but. Donc non, Toko, faites pas le délice, ça te gueule non plus. Il est pas catastrophique ce soir, Toko. Il est insipide sur sa rentrée. Lacazette +4, c'est à cause de la passe. Non, il est +5, moi j'ai mis +5. Privilégié Aouar en positif que Damien Da Silva. Oui, t'as raison. Mais Aouar, on va lui mettre +3 du coup, Aouar. Ah, ça me paraît pas mal. Voilà. Vous faites votre Jurigno, hop là, on clique sur voter, c'est parti. Là, il y a déjà plus de votes, vous avez été une centaine à voter en quelques temps, donc c'est parfait. Nickel, Boateng a été bon aujourd'hui, je comprends pas pourquoi il y a un pressing sur... Oh non, il est pas bon aujourd'hui, Boateng. On prend le but quand Boateng sort quand même, on peut pas lui mettre Pierre-Note de Da Silva. Si, j'ai envie. On vote à l'émotion. Voilà, le -5 pour Boateng, c'est vraiment les émotions. Oui, ouais, bien sûr, c'est injuste. C'est totalement subjectif, mais je peux plus me le voir, donc voilà. Et vous devriez plus pouvoir vous le voir non plus. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux d'abrutis qui expliquent qu'il faut pas mêler la vie pro et la vie perso et compagnie. Quand même. Bref. Boateng, il fait du snow aujourd'hui, toujours le cul par terre. À un moment donné, il y a une intervention, une contre-attaque où vraiment il passe au travers complet. T'as l'impression que le mec le transperce. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Et en fait, il y a un double malus pour Boateng. Le premier malus, c'est les histoires extrasportives qui sont obligées de peser dans la notation qu'on a parce que c'est comme ça. Merci de peu pour le prime. Pour moi, il y a un problème avec Boateng qui est que c'est censé être un joueur majeur de cet effectif. C'est censé peut-être être même le meilleur joueur de cet effectif sur le papier. Et il joue comme un rookie, quoi. Donc voilà. Sur double contact avec Mavididi. Ouais, sur cette action-là, exactement. Donc Lacazette prend la première place du Jurigno global. Oui, effectivement, parce que vous voyez le classement à droite, c'est le classement au global. C'était pour l'instant Le Penant qui était en tête, et Lacazette vient de reprendre la tête, car Lacazette, si je rafraîchis la page, il doit être, il est assez 500. Tagliafico est 3ème, c'est plutôt représentatif dans l'absolu. Je pense qu'il y a un peu de surnotage sur Cherki, mais Cherki, en fait, c'est toujours pareil, c'est une notation de joueurs qui ont impacté le match. Il y a eu quelques matchs quand même où Cherki a été impactant. Je pense qu'il y a du délit de sale gueule sur Toko Ekambi, mais c'est les émotions qui parlent. Lopez va remonter petit à petit, je pense, dans ce classement-là. Mais sinon, c'est plutôt cohérent avec ce qu'on a vu. Peut-être un peu de surnotage sur Gusto aussi. Mais c'est pareil, Gusto, quand il fait des mauvais matchs, c'est pas lui le plus mauvais du match. Par exemple, là aujourd'hui, Gusto mériterait un petit -2, sauf qu'on note que 5 joueurs. Il y a quoi autre que Boateng, autre que son procès du début? Boateng est en procès pour violence conjugale, où il a payé, je crois, 1,6 million pas d'amende, mais de dommages et intérêts. Et là, il était de nouveau dans une affaire où, en gros, son ex-compagne qui s'est suicidée avait signé un accord de confidentialité qui l'interdisait de parler de ce qui se passait avec Jérôme Boateng, et elle s'est suicidée 2 semaines plus tard après avoir signé cet accord-là. Donc c'est encore très flou, mais disons qu'il y a quand même une forte probabilité que ce soit pas totalement délié les deux événements, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on laisse la justice faire son travail et compagnie, mais on peut quand même se permettre d'avoir une opinion sur Jérôme Boateng qui n'a pas l'air d'être quelqu'un de très recommandable, et a été forcé à signer, ouais, voilà, c'est ça. Donc bref. Voilà pour Boateng, vous avez toutes les informations partout, hein. Ça a été bien couvert, notamment dans un article d'RMC qui a repris tout ça en long, en large. C'est pas difficile de voir qu'il y a une décision de justice qui va être prise, mais il y a des faits aussi qui sont là. Donc voilà, je préférais qu'il joue pas, vu les horreurs qui se disent. Bah moi aussi, je préférais qu'il joue pas. Déjà parce qu'il est nul, mais en plus parce que ça grandit pas le club d'avoir des joueurs comme ça dans son effectif. Et que, en plus, il sert à rien. Donc, me tarde le mercato de Lolo White. Bah on va voir. C'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, le mercato. C'est un vrai sujet. Il y a des besoins, je pense, en défense centrale.
Et il y aura un besoin à terme en pointe, puisque Dembélé va partir cet été. Il y aura vraiment 2 enjeux sur le mercato. Il y aura l'enjeu renforcement sur cet hiver, où à mon avis, il faut un défenseur central et peut-être un récupérateur, mais c'est pas forcément obligatoire. Et cet été, il y aura un gros chantier. Il y aura un chantier qui pour accompagner de la Casette en pointe. Il y aura le chantier des joueurs qui vont partir. Aouar, Dembélé, Tété, qui s'il continue à être remplaçant ne restera pas à l'OL, ça me semble logique. Da Silva et Boateng, ça fait déjà 5 joueurs qui vont partir en fin de contrat, et j'en oublie peut-être, plus les joueurs qu'on va devoir vendre, parce que vous savez, on est Olympique Lyonnais, on vend forcément des joueurs. Donc il y a un gros chantier qui arrive cet été. Gros chantier qui arrive cet été. Si on reste à 3 derrière, il nous faudrait même 2 décès. Ouais, il nous faudra de toute façon 2 décès parce que quand Boateng et Da Silva seront partis, ne resteront que Lukeba et Diomandé et ça suffira pas. Donc voilà, le chantier c'est de rééquilibrer l'équipe fictive, mais sans thunes, ça me paraît compliqué. Il y en a des thunes, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de thunes. Il y a des thunes. Paqueta, l'argent n'a pas été réinvesti. Donc il y a des thunes. Le mercato de l'OL était quand même au rabais. Le problème de l'OL, c'est que tant que le club n'est pas vendu, le club ne pourra pas sortir des billets au mercato. Donc il faut que ce club soit vendu. Il faut que cette histoire de rachat soit effective pour que, on puisse dépenser de l'argent, et 2, qu'il y ait cette fameuse augmentation de capital qui viendra normalement injecter 40 millions pour renforcer l'effectif. Donc ça traîne, cette vente, c'est un peu chiant, c'est un peu inquiétant. Il reste combien de temps de contrat à KTE? Je crois qu'il lui reste 2 ans. Hein. Je crois qu'il lui reste 2 ans. Le club a fait moins 55 en vendant Bruno, donc non, il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de l'argent. Donc l'OL ne devait pas communiquer hier sur le rachat. Si, il devait communiquer hier. J'ai rien vu passer. Donc c'est bizarre. Parce qu'ils ont suspendu la cotation. La date de closing, il me semble que c'était vendredi. Mystère. Si ça traîne, ça sent pas bon. Bah, en vrai, ça sent. C'est plutôt bon signe dans l'absolu, parce que ça sous-entend que les banques qui détiennent la dette de l'OL font bien leur travail. C'est probablement les banques qui sont un peu tatillonnes et qui préfèrent s'assurer que John Textor n'est pas un arnaqueur. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt bon signe de voir que ça traîne, mais c'est mauvais signe parce que ça sous-entend que Textor n'a pas encore convaincu tout le monde. Donc vaut mieux que ça traîne plutôt que ça soit fait à l'arrache et qu'on finisse comme Bordeaux. John Textor, tu le sens toi? Non, je le sens pas. Moi, je sentirais jamais un mec que je connais pas et qui débarque avec des prêteurs et des entités qu'on connaît pas. Moi, je ne sens pas trop ce rachat. Je pense qu'il va se faire quand même, mais je ne place pas énormément d'espoir dans John Textor pour sauver l'OL ou pour reconstruire l'OL. Il est là pour faire du bif, hein. Et si lui est pas là pour faire du bif, les gens qui lui ont filé du pognon sont là pour faire du bif aussi. Donc ne vous leurrez pas, l'OL restera une machine à tenter de faire du pognon. Ce ne sera pas Frank McCourt ou le Qatar. Donc ne vous leurrez pas là-dessus. Ce rachat, c'est un nouveau départ pour l'OL, mais on ne sait pas où nous emmènera le chemin que va prendre John Textor. Donc voilà, les formalités administratives, ça commence à faire long quand même. Hein. Ça commence à faire long, donc on verra. On verra. L'avantage, c'est que pour faire du bif, c'est pas en étant 8ème qu'on... Ouais, on en avait parlé quand on avait fait le blabla vente du club, là. John Textor, il a quand même un enjeu de récupérer son argent dans une dizaine d'années. Et pour ça, il faut qu'il mette l'OL sur le devant de la scène nationale, voire européenne, pour récupérer l'argent des ventes de joueurs qui sont exposés par les compétitions européennes et l'argent de la Ligue des Champions et éventuellement l'argent d'une hypothétique Super League dans quelques années. Donc l'enjeu de John Textor, s'il veut faire fructifier son pognon, il faut qu'il remette l'OL dans le bon sens. Donc là-dessus, les intérêts convergent. Maintenant, l'objectif principal, c'est le pognon. Donc voilà. Après, les repreneurs modernes ne sont plus les passionnés à l'ancienne, c'était Nicolas. C'est normal, le foot est tellement blindé de fric partout que tout le monde veut manger. Et puis, de toute façon, c'est trop cher le foot aujourd'hui. Les industriels locaux et compagnie, ils n'ont pas assez de thunes. Oh là, c'est une anomalie. Un club aussi gros que l'OL, aussi puissant financièrement que l'OL, qui est géré par un entrepreneur local, c'est un miracle qui malheureusement va toucher à sa fin. Bien sûr que le football a changé, mais regardez, tous les gros clubs ne sont pas... ça n'existe plus, les clubs familiaux. L'OL est peut-être le dernier grand club familial. Donc voilà. Et puis Aulas, il a fait quand même... quand on fera le bilan de Jean-Michel Aulas, on sera un peu triste sur les dernières années, mais il faut quand même se rendre compte que le mec, il a racheté un truc qui était tout pourri pour des cacahuètes, et qu'il l'a mis sur le toit de la France, et qu'il n'était pas si loin que ça de le mettre sur le toit de l'Europe. Donc quand même, le Bayern quand même. Ouais, mais le Bayern, c'est différent, c'est l'Allemagne, et c'est une mastodonte. Enfin bref, on se comprend quoi. Et Montpellier n'est pas un gros club. Montpellier est un club de taille moyenne. C'est pas une mastodonte financière, Montpellier. Voilà, il a créé un empire, mais il est dépassé. Bah oui, la vieillesse, c'est un naufrage. Voilà, bon, on a fait 1h10 de débrief. Est-ce que vous voulez qu'on se mate un petit peu le calendrier à venir du côté de la Ligue 1 ?
On va se regarder ça. Allez, je vais aller chercher la Ligue 1. Petit point Ligue 1 avant de vous quitter. Hop. Point Ligue 1 pour vous montrer qu'il y a un match qui nous intéresse particulièrement. Ce sera le match entre Marseille et Lens. Pour la simple et bonne raison que du coup, ça sous-entend que des équipes devant vont perdre des points. Donc, si Marseille et Lens pouvaient faire un petit match nul, ça nous arrangerait pas mal. Angers-Rennes, normalement Angers va se faire tarter, ça me paraît logique. Clermont-Brest, on s'en tape un peu le cul. Reims-Auxerre aussi. Toulouse-Strasbourg, on s'en fout un peu, ce serait bien que Strasbourg se remette devant. Et on aura un Lille-Monaco. Donc en fait, cette victoire de l'OL, elle est importante parce qu'elle arrive dans une journée où ça va perdre des points. Marseille, Lens, Lille, Monaco, ils perdront au moins 6 points dans l'équation. Il y aura au moins 6 points de perdus, voire peut-être 8 s'il y a 2 matchs nuls. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'OL fera forcément une bonne opération ce week-end, reprendra forcément au moins 2 points à 2 de ses concurrents, donc ça c'est plutôt pas mal. Lyon-Lille, toujours pas digéré la carotte de l'année dernière chez nous. Ouais, bref. Donc voilà, merci les débriefs, c'est cool. Ouais, bah merci à vous, vous êtes nombreux même dans la victoire, et ça je m'y attendais pas trop. Voilà, on a été 500, 600 aujourd'hui sur un petit match, ça reste un petit match Montpellier. C'est cool, c'est un format qui fonctionne. Vous êtes nombreux et ça marche bien sur YouTube, ça marche bien sur TikTok. Donc moi je suis content de voir que les choses fonctionnent et on va continuer toute la saison, notamment avec mon cher partenaire Parion Sport. On est toujours en renégociation, mais les choses avancent bien, donc les débriefs vont continuer. On fera, je pense, un live de fin de première partie de saison après, au moment du début de la Coupe du Monde, quand on sera sur les premiers matchs, un petit bilan de cette première partie de saison où vous pourrez intervenir. On fera un peu comme à l'after, c'est-à-dire vous irez sur Discord et vous interviendrez les uns après les autres. On fera ça pour occuper un peu le terrain pendant la Coupe du Monde. On fera bien évidemment un live de la deadline Mercato fin janvier. Et puis pour le reste, les débriefs seront toujours là. Voilà, merci Parion Sport, oui, merci Parion Sport, bien sûr, car sans eux, il y aurait probablement plus de chaîne Twitch parce que j'aurais galéré. Mais les chiffres suivent et ça me fait très plaisir que vous soyez là et que vous souteniez tout ça. Merci à ceux qui ont lâché leur petit abonnement. On est remonté à 40, on est tranquille à 140, c'est pas mal. Je vais regarder tes lives, mais pas la Coupe du Monde. Bah, moi aussi, je vais regarder mes lives, mais pas la Coupe du Monde. Encore débat sur les incentives. Oui, bah non, il n'y a pas d'incentive. Moi, vous savez très bien que je ne vous dis jamais de parier, on monte quasiment jamais les cotes. On parlera peut-être de l'auto-foot l'an prochain si on prolonge avec eux parce que c'est un moyen plus ludique de faire ça. Mais voilà. Pourquoi en live sur YouTube, les Twitch, ça bug grave ici au State. En fait, sur YouTube, merci merci The Giant Might pour les 10 abonnements offerts. Merci beaucoup. Et merci Thibaut pour le Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. 150, c'est mieux que 140. Oui, effectivement. Voilà. On t'applaudit, Giant Matt. Voilà, merci beaucoup à toi. Il ne compte pas de check la Coupe du Monde. Je vais regarder un minimum la Coupe du Monde parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. La seule chose qui m'intéresse dans la Coupe du Monde, c'est de savoir si Karim Benzema va être champion du monde, c'est tout. Voilà, on a terminé avec ce débrief. Ce sera disponible en replay sur YouTube. Donc si vous êtes là, pensez d'ici 2 heures, 3 heures, allez checker YouTube pour lâcher le petit pouce bleu et mettre des petits commentaires. Mettez-moi des conneries, mettez-moi des trucs dans les commentaires. Ça booste le référencement de ouf. On avait commencé à 1000 en début de saison, on est à 4000. Bah on pousse, hein. Let's go, on pousse. Merci Annecy, merci Walpa pour les abonnements aussi, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, je vous remercie parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette première partie de saison et que les chiffres sont très bons et que ce sont les chiffres très bons qui vont probablement me permettre de continuer à vivre de cette activité-là. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, votre soutien est très important. Merci beaucoup. Je vous lâche ici. Je vais vous envoyer vous balader chez qui. Bon, vous allez aller regarder Zach. Voilà, vous allez aller voir Zach. Ça vous fera pas de mal. Hop. Merci à vous. Si vous êtes sur YouTube, lâchez les pouces. Si vous n'êtes pas sur YouTube, merci d'être là en live parce qu'on est régulier. Ça fait plaisir de voir que vous l'êtes aussi. Et on se retrouve probablement pour du live FM demain ou lundi. Et toute la semaine, globalement, Football Manager, on fera une carrière avec l'OL sur la bêta. Ça nous permettra de développer un peu sur le jeu. Là, ça va être un gros arc Football Manager. Et pour le prochain débrief, ce sera dimanche prochain à 23h, après le match contre Lille, en espérant un nouveau débrief de victoire. Voilà, bonne soirée à vous, merci, à bientôt, prenez soin de vous, et passez bonjour à Zach de ma part. Vous mettez des emotes cochonou, il sera content. Voilà, avec ma grosse tronche dessus, il sera très content. Allez, bisous, à bientôt. Merde. À plus.